5 janvier 1976. Je suis content de retrouver une activité en embarquant sur le bâtiment atelier polyvalent Jules Verne. Ce bâtiment destiné à l'origine au transport de munitions a vu sa construction interrompue pendant des années. Sa coque, dépourvue de superstructure, avait été baptisée Acquéron. Elle restait amarrée en ras d'abri près de la Grande Jetée. Aujourd'hui, c'est un navire imposant, spacieux, d'un bon niveau de confort pour l'équipage. Les postes disposent de couchettes larges, fermées par 2 rideaux, munis d'un éclairage de chevet fixe, d'un vide-poche, d'une ventilation climatisée et, en dessous, d'un tiroir long et profond. Sommiers et matelas sont fermes mais restent confortables. Les rangements, armoires et penderies sont suffisants pour y loger dans de bonnes conditions des vêtements du sac et des affaires personnelles. Nous sommes 6 à partager un dortoir divisé en 2 parties, séparé par un petit salon central meublé d'une table basse, de 4 fauteuils et de 2 chaises. Des rideaux épais ferment les 3 pièces, procurant un peu d'intimité autour des couchettes et occultant ainsi la lumière venant du salon. La décoration murale ainsi que celle du mobilier fixe est réalisée à partir de revêtements plastifiés, épais de quelques millimètres, dans des tons pastels où dominent le beige, le rose et la couleur bordeaux, qui est aussi celle adoptée pour les couvre-lits et les rideaux. Les chemins de câbles sont dissimulés par de faux plafonds ou encore derrière des panneaux muraux. C'est un cadre assez inattendu pour un bâtiment de guerre. Habituellement, on utilise les couleurs grises, le vert, et on ne s'embête pas à masquer les câbles et boîtes de jonction. Les ateliers sont spacieux. Ils abritent des bancs d'essai destinés à tester les matériels équipant nos bâtiments, y compris les matériels les plus récents. Toutes les spécialités sont représentées, mécanique et électricité machine, détection sous-marine, détection surface et aérienne, armes, missiles, canons, torpilles, charpentage bois, métallique, chaudronnerie, tailleur, magasin des pièces détachées. D'autres services sont aussi disponibles, laverie, blanchisserie, agence postale, infirmerie avec médecins et dentistes, coopérative bien achalandée, salon de coiffure. Un pont d'envol, 2 hangars et des moyens de maintenance aéronautique permettent d'accueillir 2 hélicoptères légers de type Alouette. 4 grues disposées de part et d'autre du château mettent à portée de leurs bras la presque totalité du pont, assurant un déplacement aisé des pièces lourdes et volumineuses. Cette remarquable ville-usine flottante est stabilisée en roulis par un moyen innovant qui consiste à déplacer des masses d'eau dans des ballastes de tribord à bâbord. Notre carré est mixte, ouvert à tous les officiers mariniers, qu'ils soient supérieurs ou subalternes. On y trouve une grande salle à manger et un véritable bar avec machine à café, équipement pour la bière pression, réfrigérateur, évier, étagère à verre, point de suspension pour bouteilles avec doseur, tabouret haut. Un espace de consommation équipé de tables et de chaises sert aussi de salle de jeu pour ceux qui aiment taper le carton en buvant. Comme autre distraction, nous disposons de livres, de jeux de société, de la télévision, et des séances de projection peuvent être aussi organisées. Dans notre équipe de détecteurs, nous ne sommes que 2 à ne pas être titulaires du brevet supérieur, Gino Thomas et moi. C'est une des raisons qui font que nous avons vite sympathisé. Sinon, les relations avec les autres membres de notre groupe sont excellentes. Notre mission future de soutien aux unités nous place dans un contexte plus civil que militaire. Les rapports hiérarchiques entre gradés sont respectueux, consentis et non contraints. Même notre capitaine semble large d'esprit. Pendant la période d'armement, nous suivons des cours de formation à l'école de Saint-Mandrier, cours relatifs au radar V26, C32, DK1226 et aussi à d'autres appareils électroniques. En fin d'armement viennent les essais statiques où l'on teste notre système anti-roulis.
On voit alors le Jules Verne prendre des degrés de gîte spectaculaires de tribord à bâbord sur un plan d'eau parfaitement lisse de la rade à Brie. Les essais à la mer qui suivent étant satisfaisants, la clôture d'armement est prononcée. Le Jules, comme nous le surnommons maintenant, est paré pour débuter sa carrière de bâtiment de soutien. Il nous manque encore une marraine. C'est bien évidemment Nantes qui accepte de l'être. Elle est la ville natale de Jules Verne. Notre marraine nous reçoit chaleureusement en organisant réceptions et autres manifestations à la mairie. Les Nantais viennent nombreux visiter leur filleul, et quand nous appareillons, ils sont encore là, sur le quai, pour saluer notre départ vers Brest. Le 17 septembre 1976, nous quittons la rade à Brie, nous laissons à tribord le Petit Minou, puis à bâbord la pointe des Espagnols. Nous sortons du Goulet, Saint-Mathieu est sur notre tribord, et enfin nous prenons le large pour mettre le cap sur la Méditerranée. Les personnels des ateliers étant exempts de quart à la mer, et dans la mesure où nous n'avons encore aucun travail de réparation à effectuer, j'ai le sentiment de vivre une croisière sur un paquebot. Je n'ai jamais eu autant le loisir de regarder les côtes d'Espagne et le rocher de Gibraltar quand nous franchissons le détroit. Nous prenons ensuite une route nord-nord-est, nous longeons les Baléares, et du 21 septembre 1976 à 18h au 24 septembre 1976 à 18h, nous faisons une escale à Toulon. Ensuite, quittant pour longtemps sans doute le Mont-Faron et la France, le Jules entreprend un voyage qui le mène vers Djibouti, son futur port d'attache. En transit, en mission d'observation, cette mission nous conduit sur la côte est de la Tunisie. Là, sur des hauts fonds et en dehors des eaux territoriales, la flotte d'URSS a coutume de maintenir des unités au mouillage. Lors de notre inspection des lieux, nous constatons la présence de 2 bâtiments de combat et d'un sous-marin classique pissant la rouille de toutes parts. Nous en faisons le tour et prenons quelques photos, comme doivent aussi le faire nos vis-à-vis. Un second détour est effectué en direction des côtes libyennes, à l'intérieur du golfe de Libye. Il s'agit cette fois de manifester notre droit de naviguer dans les eaux internationales de ce golfe, droit contesté par le bouillant président Kadhafi. Le matin du 27 septembre 1976, nous arrivons à Alexandrie. Pour cette escale, on nous conseille de circuler en groupe et de ne pas répondre aux éventuelles provocations. Il y a de ça quelques années, suite à notre implication en 1956 dans l'affaire de Suez, des bâtiments français se faisaient caillasser. La ville que je découvre lors de ma première sortie n'est pas très attractive. Les immeubles sont délabrés, les rues sont sales et malodorantes. La circulation est désordonnée, voire dangereuse pour les piétons. Les gens semblent indifférents à la présence d'étrangers, il est vrai que nous sommes habillés en civil. Certains commerçants nous proposent de les photographier devant leurs établissements. C'est le cas de ce boucher qui manipule en expert couteaux et tranchoirs devant nos appareils photo. Son étal installé en plein air, au soleil, présente des pièces de viande envahies par les mouches. Ailleurs, nous rencontrons un marchand ambulant. Il a construit sur sa charrette une pyramide de pommes rouges et, très fier de son chef-d'œuvre, il le propose à nos objectifs. Il y a aussi à saisir ce livreur qui roule à bicyclette dans un trafic difficile, les 2 mains sur le guidon, avec sur sa tête un plateau circulaire de près de 2 mètres de diamètre, couvert de pain et de pâtisseries. Dans un petit bazar, encombré d'une multitude d'articles, je fais l'acquisition de quelques souvenirs. Des bustes aux effigies de Toutankhamon et de Néfertiti, des peintures sur papyrus, de la maroquinerie qui, à ma grande surprise, est confectionnée dans de la peau de porc. Alors que nous marchons le long d'un trottoir, des personnes nous invitent à jouer un peu d'argent sur des paris. Le jeu consiste à désigner parmi 3 gobelets retournés celui qui cache un objet.
La mise de départ est minime et le suivi des déplacements du gobelet, repéré auparavant comme étant celui abritant l'objet, semble assez facile. Ce n'est pourtant qu'une arnaque, une manipulation habile soustrayant l'objet. Il est forcément impossible de désigner autre chose qu'un gobelet vide. S'il s'agit de relancer un joueur découragé, l'objet est réintroduit pour lui procurer un peu de réussite. Notre refus d'entrer dans le stratagème est mal perçu par l'illusionniste et par son complice, dont le rôle est de simuler un joueur gagnant. Nous poursuivons notre visite et passons devant une grande mosquée dont la façade, le dôme et les deux minarets forment un bel ensemble très bien décoré. Par crainte de créer un incident, nous n'envisageons même pas de la visiter. Un autre monument commémorant apparemment l'indépendance du pays attire aussi notre attention. Ses colonnes cannelées et son pan de mur portant des inscriptions en lettres d'or sont taillés dans un marbre blanc. Des fleurs et des plantes sont disposées sur l'esplanade en surélévation ainsi que de chaque côté de l'escalier d'accès. L'endroit est gardé par deux marins en uniforme blanc, parés d'une fourragère jaune. Ils sont casqués de bleu et portent un fusil sur l'épaule. Histoire de souffler un peu et de se désaltérer autrement qu'avec des sodas sucrés, nous franchissons la porte d'un petit établissement discret qui propose de la bière. Hélas, elle est sans saveur, comme le sont toutes les bières sans alcool. Pas question ce soir de souper en ville. Les restaurants ne nous inspirent pas confiance, du moins dans les quartiers que nous venons de traverser. Nous préférons la climatisation, la table et le confort du Jules Verne. Le Caire et les pyramides. C'est pour moi un vieux rêve qui se réalise aujourd'hui. Je pars ce matin en car pour une longue journée d'excursion, une boucle entre fleuve et désert vers les sites prestigieux. D'abord nous roulons dans la vallée du Nil, près du fleuve, large et bleu, sous le soleil. Sur ses rives, les palmiers, les roseaux, les champs cultivés, toute la végétation est parfaitement verte. L'eau est abondante ici, comme la bonne terre alluvionnaire. Les paysans s'affairent sur leur terrain, quelques barques circulent sur l'eau. Le décor est plein de charme et conforme à la carte postale. Aux portes de la capitale, notre car est bloqué dans une circulation aussi dense qu'anarchique. Notre chauffeur utilise toutes les ficelles du parcours et aussi son klaxon pour nous frayer un chemin vers le musée du Caire. Enfin, nous traversons une grande place au bout de laquelle notre car s'arrête. On nous désigne alors un bâtiment ancien, sans doute de l'époque coloniale. C'est le fameux musée historique de l'Égypte ancienne. Les salles à l'intérieur sont surchargées, visiblement le lieu n'est pas assez vaste pour valoriser au mieux les merveilles qui s'y trouvent. Je m'attarde longuement devant le trésor de Toutankhamon, le masque funéraire et les objets découverts dans sa sépulture. Pour beaucoup de visiteurs, c'est le principal pôle attractif du musée. Pourtant, l'endroit regorge de bien d'autres choses tout aussi dignes d'intérêt. Moyennant un supplément au prix du billet d'entrée, il est possible d'accéder à la salle des momies. Là, à l'air libre, à peine protégé par une fragile vitre, les restes millénaires de grands monarques sont exposés. Les visages sont creusés, les pommettes saillantes, la peau très brune, les ongles et les cheveux sont partiellement conservés. La momie de Ramsès II est absente, elle a été confiée à un musée européen pour restauration. Tous ces corps, si bien préservés durant des siècles dans leur tombe, subissent depuis leur exhumation des dégradations rapides dues à l'air vicié de la ville et aussi à la lumière. Je suis impressionné, surpris et même choqué. Je n'imaginais pas qu'il soit possible à de simples mortels d'observer de si près ces dépouilles de pharaons. Elles méritent attention, égard et respect. C'est loin d'être le cas ici. Je suis un des derniers à sortir du musée, juste à temps pour remonter dans le car. Nous roulons maintenant dans les rues de la capitale. Nous faisons un court arrêt photo à proximité du Nil.
à portée de vue de la maison de la radio égyptienne. Gizeh, à quelques 10 kilomètres d'où nous sommes, est notre prochaine étape. À peine sortis de la ville, nous entrons presque sans transition dans un espace aride. Le sol est couvert de cailloux ou de sable. Les premières dunes montrent leur dos rond. Les collines, plus lointaines, arrondies elles aussi au sommet, dévoilent sur leurs flancs, en falaise, des strates horizontales évoquant des pans de murs maçonnés. Sous un ciel sans nuages, tout est presque uniformément teinté de jaune pâle, presque blanc, en contraste avec l'écrin de verdure qui, derrière nous, forme une ligne bien nette. Encore quelques tours de roue et nous arrivons au pied de la pyramide de Khéops. Le monument nous écrase du haut de ses 147 mètres. Cela dépasse mon imagination et déclasse ma précédente référence, qui était de 70 mètres pour la pyramide du Soleil à Teotihuacan, près de Mexico. Dès notre descente du car, nous sommes assaillis par des vendeurs de souvenirs. On nous propose aussi la visite du site à dos de dromadaire, mais bien que ce soit tentant, je préfère suivre la grande majorité d'entre nous dans la sépulture pharaonique. L'entrée n'est pas au niveau du sol, nous l'atteignons par des aménagements facilitant l'accès aux touristes. La taille des blocs de roche empilés ici est en hauteur pratiquement celle d'un homme. À l'intérieur, nous suivons d'abord un couloir étroit, bas de plafond et mal éclairé. Nous marchons ensuite sur un plan incliné, puis sur un autre, plus pentu. Les mains courantes sont ici bien utiles pour progresser. L'atmosphère est oppressante, la ventilation ne parvient pas à éliminer les odeurs de transpiration et d'urine qui flottent dans l'air. Les murs sont gris foncé ou noirs, c'est la conséquence des rejets humains d'oxyde de carbone. Je me trouve à présent devant un passage vraiment surbaissé. Je mets en pratique la technique de mon prédécesseur pour passer de l'autre côté. Me voilà dans un autre couloir, haut de plafond, avec un sol encore aménagé en plan incliné. Avec le copain Gino, nous prenons là le temps de faire une photo, et peut-être aussi, plus honnêtement, le temps de souffler un peu. Au bout de cette rampe, nous atteignons un petit espace à plat, et enfin nous entrons dans la chambre funéraire. Elle est exiguë, dans le même état que les couloirs que nous venons de traverser. Les peintures murales ont totalement disparu. Je vois seulement les joints entre les blocs de roche qui sont assemblés avec une grande précision. Seul le premier sarcophage de pierre est resté sur place. Il semble petit si l'on imagine qu'il abritait un second sarcophage, celui où reposait la momie de Khéops. J'en déduis que la taille du pharaon ne devait pas être bien grande. Finalement, il ne reste que peu de choses à voir ici. Cependant, ce lieu suscite beaucoup d'émotions, tant il est chargé d'une histoire aussi longue que mystérieuse. Au cours de notre descente, nous rencontrons d'autres visiteurs, nous les croisons en adoptant la position de profil, comme si nous étions dans la coursive étroite d'un bâtiment de guerre. À l'air libre, nous poursuivons notre tour du site de Gizeh. Au milieu des fouilles récentes, près d'une autre grande pyramide, devant un pyramidon, et enfin au pied du Sphinx. Je trouve le lion à tête d'homme imposant et majestueux. Malgré quelques blessures infligées par le temps, il semble disposé à traverser d'autres siècles. J'aurais aimé m'attarder un peu plus à Gizeh, mais comme ce sont les organisateurs qui décident des horaires et aussi des circuits, nous rejoignons Alexandrie par la route rapide du désert. Le 2 octobre 1976 à 10 heures, nous appareillons d'Alexandrie. Nous longeons la côte nord égyptienne et mouillons devant Port Saïd dans l'attente d'un passage vers la mer Rouge. Le canal de Suez a été creusé en 10 ans après des études menées par Ferdinand de Lesseps, qui ne fait que reprendre une idée très ancienne. Depuis son inauguration, en 1869, il coupe l'isthme de Suez entre l'Égypte et le Sinaï.
Il est long de 160 km environ, large actuellement de 100 à 125 mètres. Sa profondeur est de 10 à 12 mètres dans sa partie centrale, régulièrement draguée sur une bande étroite qui ne permet pas à de gros bateaux de se croiser. En conséquence, 3 convois journaliers sont organisés alternativement dans le sens nord-sud, sud-nord, dit aussi sens descendant et sens montant. Le 3 octobre 1976, à 5 heures, nous sommes intégrés à un convoi descendant. Devant nous, un pétrolier vide ouvre la marche. Sur notre arrière, plusieurs cargos suivent, et tous, à bonne distance, les uns des autres, nous entrons dans cette longue ligne d'eau parfaitement droite qui traverse la baie, puis coupe le désert. Depuis 1967, date de la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte, les Israéliens occupent la rive est du canal. Les 2 armées se font encore face et elles ont érigé des fortifications le long des rives. Ainsi peut-on observer de nombreux remblais de sable au sommet desquels sont déroulées des lignes de fils barbelés. On y a construit en sacs de sable de petits bunkers, des nids d'armes automatiques et des batteries antiaériennes. Des chars isolés sont parfois visibles, placés comme des sentinelles avec leurs équipages qui campent à côté dans des abris de fortune. Je remarque aussi des pontons et quelques petites unités de débarquement. Je suppose qu'il s'agit de points de passage occasionnels gérés par les 2 camps. Dans l'une des rares courbes que fait le canal à cet endroit, le pétrolier que nous suivons nous procure l'image curieuse de ces superstructures hautes progressant au milieu des dunes. Au fur et à mesure que nous approchons d'Ismaïlia, les abords immédiats du plan d'eau se couvrent de végétation. Herbes parfois hautes, arbustes et palmiers disséminés remplacent, en façade du moins, la pierraille et le sable du désert. Une route étroite longe la rive ouest, devant les derniers ouvrages militaires et les premières maisons d'Ismaïlia, éventrées par les tirs de l'artillerie israélienne. Nous pénétrons ensuite dans les lacs amers, celui de Timsa et les suivants. Ils alternent avec d'autres portions creusées du canal. Il est environ 17 heures quand nous atteignons la ville de Suez, après une traversée plus courte que prévu. Nous naviguons maintenant dans les eaux du golfe de Suez jusqu'aux îles Kessom, archipel au-delà duquel nous pénétrons en mer Rouge. À tribord, nous longeons les côtes d'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie. À bâbord, celle de l'Arabie saoudite, dans une mer étriquée, encombrée d'îles et de hauts fonds. Au bout de ce couloir maritime se dessine maintenant le détroit de Bab el-Mandeb, étroit passage entre le golfe d'Aden et l'océan Indien, entre le Yémen et le territoire français des Afar et des Issa, le TFAI. Djibouti, notre affectation pour longtemps, nous attend après cette ultime difficulté. Le 7 octobre 1976, en matinée, le Jules Verne s'amarre dans le port de commerce de la capitale du territoire. Pour nous, personnel des ateliers, l'instant est venu de mettre en œuvre notre savoir-faire dans l'exercice du soutien logistique que nous devons apporter aux unités navigant dans la zone maritime de l'océan Indien, la ZMOI. Le territoire de Djibouti partage ses frontières du nord, de l'ouest et partiellement du sud avec l'Éthiopie. Au sud, côté océan, le pays a une frontière commune avec la Somalie. Le territoire français des Afar et des Issa est situé dans la vallée du Rift, sur une zone de fracture. Il reste encore ici des traces d'activité volcanique. Le sol est fréquemment secoué par des tremblements de terre, le plus souvent de faible amplitude. C'est une terre aride, la pluviosité y est faible, la température moyenne relevée est l'une des plus élevées du monde. Une rare végétation permanente subsiste dans les montagnes du nord, là où les sommets dépassent nettement les 1000 mètres. Les ressources des habitants proviennent essentiellement des troupeaux de moutons, de chèvres et de camélidés, élevés dans les tribus nomades. La population du territoire est concentrée pour moitié autour de la capitale,
Deux ethnies, les Afars et les Issa, en composent l'essentiel. Le pays abrite aussi, dans de moindres proportions, des Vietnamiens, des Hindous, des Arabes de la péninsule ou d'ailleurs, et des Européens. Djibouti a pour principal intérêt sa situation géostratégique. Située à l'entrée de la mer Rouge, elle est remarquablement bien placée pour, si besoin était, contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Cette partie de l'Afrique est encore très instable et pour préserver son intégrité au territoire français des Afars et des Issa, la France y a développé d'importants moyens militaires. Terre, air, mer et légions étrangères. La Somalie, qui revendique ce territoire, a récemment provoqué des incidents de frontières en tentant d'arraisonner des petites unités de servitude de la Marine nationale accusées d'avoir pénétré dans leurs eaux territoriales. Plus grave encore, un car scolaire transportant des écoliers français a été intercepté sur une route intérieure, puis conduit ensuite en Somalie. Il a été retenu avec ses passagers et devenu otage. En Éthiopie, un coup d'État militaire mené en 1974 par le colonel Mengistu a écarté du pouvoir l'empereur Haïlé Sélassié. Le gouvernement socialiste actuel, soutenu entre autres par l'URSS, mène une guerre intérieure contre la sécession de sa province érythréenne. L'Éthiopie voit par conséquent son accès à la mer Rouge bien compromis et pour son commerce extérieur, elle n'a maintenant comme axe fiable que la ligne ferroviaire qui va de sa capitale Addis Abeba à Djibouti. J'ai vu rouler en direction de l'Éthiopie de longs trains chargés de blindés, de camions et d'autres matériels de guerre. Il est probable qu'en l'absence d'une présence française à Djibouti, son territoire deviendrait un objet de conflit entre la Somalie et l'Éthiopie. Le territoire français des Afars et des Issa, qui revendique son indépendance, dans le calme et par la négociation, voit approcher l'échéance de sa mise en place dans les prochains mois. Cependant, il existe chez certains indépendantistes une sorte de rejet de la présence française qui se traduit par des agressions, en particulier contre les militaires. Des taxis sont interceptés dans des lieux isolés, avec ou sans la complicité de leurs chauffeurs. Leurs occupants sont ensuite rossés et, tant qu'à faire, détroussés. Par ailleurs, 2 attentats à la bombe ont eu lieu au Palmier en Zinc, un cabaret fréquenté surtout par des Européens. Un de mes copains a assisté au second. Il s'en est sorti sans blessure, le hasard ayant voulu qu'au moment de l'explosion, sa cavalière lui faisait écran. Elle était placée entre lui et le souffle de la bombe. Malgré la faible puissance de l'engin artisanal, le dos de la malheureuse portait de nombreuses blessures. Le climat général actuel est donc à la méfiance et à la prise de précaution. Un autre copain qui, malgré la mise en garde de la hiérarchie, a fait venir de France sa famille, a jugé utile de protéger son appartement en mettant sous tension électrique la poignée de sa porte d'entrée. Il a aussi accepté de donner suite à la candidature spontanée d'une jeune femme de ménage, plus pour ne pas créer de mécontentement que par nécessité ménagère. La jeune personne, respectée et écoutée dans son entourage, est devenue un élément de sécurité pour la famille métropolitaine.